En me posant cette question de savoir, mais d'où vient ce pouvoir qui est mal utilisé comme ça entre les mains de ce bonhomme? Évidemment, je suis tombé sur une découverte ahurissante et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Vous savez, je vous parlais de Madame Biya, Chantal Biya. C'est une grande sœur, hein. Et quand je vous dis grande sœur, ce n'est pas des simples mots de l'esprit. C'est grande sœur qui a des liens, hein. Il y a des liens familiaux, un peu lointains, mais des liens familiaux. Et donc, si vous avez remarqué, moi je parle en général jamais d'elle. Pourquoi? Parce que après, ces basculements sur la sphère familiale, ouais, t'as pas à critiquer ta sœur et tout publiquement. Si t'as des choses à lui dire, tu dois le lui dire. Mais là, c'est la sœur. La personne dont je veux parler aujourd'hui, c'est la première dame du Cameroun. Donc c'est pas la sœur Chantal qui ne m'a personnellement rien fait, hein. J'ai pas de problème avec elle, au contraire, j'ai toujours eu de bonnes relations avec toute la galaxie autour d'elle. J'ai un très bon souvenir de Maman Rosette. J'arrivais au Cameroun à l'époque. Elle ne supportait pas l'idée, avec Ernest Mbouchouam, son mari, que je mange ailleurs les midis. Voilà, donc à midi, j'étais quasiment pris en otage. Je vais quitter mon hôtel pour aller manger à la maison, Nouvelle Route Bastos. Donc ça veut dire que plutôt des bons rapports qui me mettent un peu inconfortable aujourd'hui pour en parler. Mais là, il s'agit de quelque chose qui touche à notre pays, à l'intégrité de notre pays, à l'avenir de nos enfants. On ne peut pas se taire. Même si c'est notre sœur, même si c'était ma femme, même si c'était je sais pas qui, avec qui je suis à un degré d'affinité très poussé, je serai obligé quand même de le dire. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai découvert récemment, et vous savez que je ne parle pas souvent en l'air. Moi, je ne suis pas dans les camps, hein, voilà, parce que je considère que aucun des camps en présence dans le fameux conflit de succession qui est au Cameroun aujourd'hui, aucun des camps n'est de nature, moi, à faire de moi un de leurs affidés. Donc moi, je suis pas dans les camps, parce que de toutes les façons, ça n'apportera rien au Cameroun. Aujourd'hui, on a besoin d'un seul camp, c'est celui du développement du Cameroun pour la prospérité, pour le progrès de tous. Donc tout ce qui est dans les petits calculs personnels, les petits égoïsmes et tout, c'est pas le type de philosophie qui emporte ma sympathie. Donc moi je suis pas dans les camps. Et donc quand je vous parle là, je parle vraiment pour le Cameroun. Ceux qui veulent, qu'ils écoutent ça une bonne fois. Les petites réflexions, comme je les lis souvent, même si certaines sont rémunérées, du type oui, pourquoi il fait aujourd'hui, pourquoi, c'est quoi le calcul? Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul, les gars. Je vous dis vraiment les choses de manière très sincère, comme elles sont en réalité. Donc j'ai découvert récemment que Monsieur Ferdinand Ngongo, que je soupçonnais déjà, et je vous avais dit à l'époque, que je pourrais avoir une tendance à l'indulgence vis-à-vis de ce personnage, parce que je sais quelles sont les réalités du pouvoir. Je sais que derrière ces gens que vous voyez, qui roulent carrosse, qui transfèrent la pression aux subalternes, à leurs collaborateurs, c'est parfois des gens qui sont martyrisés. Ah oui, parce que le pouvoir a ses réalités. Quand le patron vous crie dessus, eh bien, le réflexe c'est de crier aussi dessus sur ceux qui sont sous vous. Et donc, je peux comprendre ça à un moment donné, que c'est des choses qui arrivent. Et donc, qui interroge quand même de savoir que, pour moi, je me suis toujours dit, Ngongo, il travaille pas pour lui. Ah oui, il peut pas travailler pour lui, parce que nous connaissons notre pays. On sait qui fait quoi, quelles sont les forces en présence, quel est le niveau d'équilibre de la terreur qui puisse exister. Un mec comme ça ne peut pas mettre au pas tout le monde parce qu'il travaille à son compte. Donc moi j'ai toujours eu cette certitude. Et bien cette certitude, elle est confirmée. Elle est confirmée parce que je vais vous parler de cet accord secret qui est très grave parce que c'est de la haute trahison pour notre pays, qui a été passé, c'est une consigne secrète donc au palais, qui fait de Madame Biya la co-signatrice, tenez-vous bien, la co-signatrice de tous les actes qui sortent du palais de la République. Et donc là, on vient d'avoir quasiment 2 gouvernements, 2 remaniements qui n'ont pas été faits, parce qu'à la dernière minute, Madame n'a pas voulu que ce remaniement se fasse. Alors, je ne sais pas
à la faveur de quoi, qu'est-ce qui a conduit à la mise en place de cet accord, mais il y a un accord au palais, et ceux qui nous regardent, qui sont dans la maison, savent que je dis la vérité, qui a été passée il y a quelque temps, qui font de Madame Biya, compte tenu du fait que le vieux aujourd'hui est quand même assez avancé en âge. Donc c'est normal, à un certain niveau, à défaut de la mise sur tutelle, on doit quand même, je l'ai vu aussi dans d'autres pays, pas qu'au Cameroun, j'ai vu d'autres chefs d'État dans d'autres pays, avec leur famille, ça fonctionnait comme ça, sauf que dans le cadre du Cameroun, le problématique que ça pose, c'est qu'il y a une personne qui est élue au suffrage universel direct, c'est le président Biya. Alors, ce type-là, donc ce président, il a l'obligation, puisqu'il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, ce type, il a l'obligation, quand il est en situation où il ne peut plus diriger, il a l'obligation de dire aux Camerounais, mais il ne peut pas rester, soi-disant, à la tête du pays, alors qu'à l'heure où je vous parle, il est pris en otage. Il est pris en otage par qui? Il est pris en otage par une bande de barbouzes qui aujourd'hui ont pris le contrôle du palais. Donc on a un président, à l'heure où je vous parle, qui est otage. Donc ils vont peut-être faire quoi? Ils vont peut-être vous faire de la poudre dans les yeux, pour de perlimpinpin, ou peut-être qu'on va le sortir demain, histoire de vous montrer que non, ça marche, comme ça s'est passé au bac récemment. Mais la vérité que je vous dis, c'est celle-là. Nous avons un chef d'État aujourd'hui qui est pris en otage par une caste de gens. Vous avez entendu parler du coup d'État scientifique, eh bien on y est. On est en plein dans le coup d'État scientifique. Donc il est pris en otage, géolocalisé. Donc tout ce qu'il fait, tout ce que notre président fait aujourd'hui est surveillé, est remonté à des officines qui ont pour projet de prendre le contrôle du Cameroun. Ces officines, c'est celles dont je vous parle depuis plusieurs semaines au jour d'aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines aujourd'hui, où je vous disais qu'il y a quelque chose, il y a un coup qui est en préparation. Là, nous sommes sur des certitudes, il y a des informations très précises. Donc, ils ont placé le président sur surveillance très étroite. Tout le pourtour présidentiel à 3, puisque le président a même des difficultés d'aller au bureau aujourd'hui. Là, on lui a aménagé un bureau à la maison chez lui. Donc, tout le pourtour de sa résidence, c'est des maîtres d'hôtel en réalité qui sont des espions. Ils sont là pour signaler tout ce que le président fait, donc à Madame et à Ferdinand Ngongo, parce qu'en fait, il faut que vous compreniez très bien, dans ce deal-là, le deal qui a été mis en place, c'est que Madame doit contresigner tous les actes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, présidentiels, tout ce qui sort de la présidence, qui engage l'image de notre pays, l'image du Cameroun, doit être contresigné par Madame. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous observez qu'il y a aujourd'hui une navigation à vue, rien n'est fait, on a comme l'impression qu'il y a un immobilisme, un peu comme si on avait coulé une grande dalle de ciment frais, on a mis les Camerounais, la dalle a séché, donc on est tous en statu quo. Inertie totale. Pourquoi vous voyez ça? Eh bien, c'est parce que des papiers qui engagent l'État du Cameroun sont subtilisés quand ça ne va pas dans le sens des intérêts de ces gens-là. Donc, le maître en chef, la marionnette dont la marionnettiste est Madame Biya, qui donc est Ferdinand Ngongo, ils ont placé ce système de surveillance autour du vieux, qui rend compte de tout. Le vieux tous, on leur fait un rapport. Ils parlent au téléphone, même des conversations privées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Même ces conversations privées sont épiées. On fait un rapport à ces gens-là. Et donc, si c'est des gens avec qui il a parlé, ou alors qu'il a reçu, qui ne vont pas dans le sens de leurs intérêts, ils mettent tout de suite en place la machine à torpiller. Voilà. Donc, il y a des actes qui sont signés. Si ces actes ne vont pas dans le sens du projet qui est le leur, donc qui est de la mise, de la prise du pouvoir par la force, là, c'est-à-dire qu'ils attendent juste que le vieux ferme les yeux, et puis vous allez voir un scénario se mettre en place. Donc, dès qu'il y a un acte que le vieux a signé, qui doit sortir, tous ces espions qui ont été placés autour de lui, en dehors de la surveillance électronique dont je vous parle, la géolocalisation du vieux, ils tous, on sait, il fait ça, on sait, il fait. Alors, en dehors de ça, tout ce qui sort du palais, dès qu'il y a quelque chose qui va sortir, on les prévient et tout, et les papiers sont subtilisés et tout. Il en est de beaucoup d'actes, comme les 2 remaniements qui ont échoué à la dernière minute ces derniers temps, du fait
Du fait donc de cette organisation, donc on parlait de la pieuvre, on voyait Ferdinand Ngongo, mais moi je suis pas naïf, hein. J'ai toujours su que c'était pas un mec qui bossait pour lui, hein. J'ai toujours su que il y avait certainement au-dessus de lui. Peut-être que c'est pas elle la bosse, peut-être on est juste en train de manipuler tout ce petit beau monde. On ne sait pas finalement même qui héritera de ce pouvoir, parce que ces gens peuvent jouer à ce jeu-là pour qu'à la fin ils se trouvent être eux-mêmes avoir été manipulés, pour qu'ils soient butés à la fin et puis qu'on nous mette quelqu'un, qu'on nous sorte quelqu'un sur le chapeau dont on ne saura pas pour quelle mission, pourquoi il est là, pour quels intérêts. Donc cette information, je ne pourrais pas la garder. Aujourd'hui, au palais de la République du Cameroun, il existe un accord secret qui n'est pas officiel, et qui veut qu'il n'y a pas d'acte que le président signe qui sorte du palais s'il n'est pas contresigné de madame, il n'est pas valable, donc il ne sort pas. Et il y a tout notre président aujourd'hui, il est pris en otage, donc le pauvre, il va falloir peut-être que les Camerounais, qu'on se bouge là, parce que je ne sais pas jusqu'à quand on va rester amorphe, parce que soi-disant, on veut voir des enfants grandir. J'ai connu en France un général, il était chef d'état-major de l'armée française, général de Villiers, et ce type, il a subi en 5 ans 5 coupes budgétaires. Il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on venait lui dire, bon voilà, là maintenant on va baisser le budget de l'armée. Bon, une fois il a laissé, deuxième fois il a laissé, 5 fois en 5 ans. Il a subi des coupes budgétaires dans l'armée. Et finalement un jour on lui a dit, bon on va t'enlever des régiments. Et on lui a enlevé ses régiments. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a démissionné. Nous avons quelque chose qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Je vous parlais ici de la DGRE qui est désormais sur contrôle de la pieuvre. Ce n'était pas des simples paroles en l'air. Je vous ai dit que Eco, qui est prisonnier aujourd'hui dans le cas de l'affaire Martinez, c'est quelqu'un qui est victime. C'est pas mon ami, hein, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Je pense même pas que j'aurais de la sympathie pour des gens comme lui qui ont participé à faire tuer des Camerounais. Le cas de Guérandi Ibarra et puis de beaucoup d'autres. C'est dans ce service, même s'il n'est pas mêlé à cette affaire, c'est dans ce service quand même que c'est par les gens de son service que Martinez Zogo a été tué. Donc vous imaginez que je vais pas avoir de la sympathie pour des gens comme ça. Mais je l'ai dit la dernière fois, si nous voulons construire un pays qui soit meilleur pour les générations futures, il est important que nous apprenions la justice. Parce qu'une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc si on laisse que, bon, parce qu'on n'aime pas quelqu'un, et qu'on voit qu'il soit victime d'une injustice, qu'on ne dise rien, eh ben, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Ben, il faut s'attendre à une généralisation des faits. Donc aujourd'hui, la DGRE, donc les services secrets camerounais, sont sous contrôle de la pieuvre. Ferdinand Ngongo, il y a placé son ancien conseiller technique, donc qui est à la tête de ce service, il y a placé un des membres imminents, là, ça c'est la branche armée, les tueurs, le colonel Mesma Ilundu, qui est un ancien du CED, c'est lui le numéro 2 de cette boîte-là aujourd'hui. Vous savez c'est quoi leur rôle là-bas? Ils ont placé tous les membres du gouvernement sur écoute. Ce que je vous dis là, c'est très vrai. D'ordinaire, on le sait, dans tous les pays du monde, les gens qui sont appelés à jouer un rôle public de premier plan, en général, ils sont souvent écoutés. Mais cette fois-ci, ça va trop loin. C'est-à-dire que même ce qu'ils ont comme téléphone privé, caché, qu'on ne sait pas, ils sont tous sur écoute. Et tous les jours, on fait ce qu'on appelle un reporting journalier. Donc, tel ministre a dit telle chose, il a parlé avec telle personne, il a parlé avec telle personne, pour vous montrer un peu le niveau, l'ampleur de l'affaire, de l'affaire dont je suis en train de vous parler. Et tout ça, c'est au service de quoi? C'est au service d'un Cameroun meilleur? C'est pour qu'on aille vers l'autonomie énergétique? Est-ce que c'est pour qu'on construise des infrastructures prioritaires? Est-ce que c'est pour que toutes les jeunes femmes camerounaises qui élèvent des enfants seuls bénéficient d'une assistance? Non. C'est pour que ce petit groupuscule de gens prennent le pouvoir. Alors, ils n'ont pas totalement le pouvoir aujourd'hui. Vous voyez ce qu'ils font comme massacre? Ils tuent des gens à longueur de journée. Imaginez qu'ils aient le pouvoir totalement. Imaginez un seul instant qu'ils aient le pouvoir totalement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un type qui s'appelait Eco, qui savait qu'il était combattu par la pieuvre, donc Ferdinand Ngongo, qui voulait absolument placer à la tête
des services secrets quelqu'un qui lui soit affidé pour garantir la réussite de leur coup d'état scientifique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se comporter comme un homme qui a des couilles, donc résister à ça, ne pas laisser faire, ben ils ont fait quoi? Il a voulu voir ses enfants grandir, il n'a rien fait. Résultat, on l'a cueilli comme un petit enfant. Vous vous rendez compte, le patron des services secrets d'un pays comme le Cameroun est convoqué par le patron des gendarmes, on le met aux arrêts comme un vulgaire personnage. Oui, mais ça arrive quand on a justement des gens qui refusent de prendre leurs responsabilités. Le prochain, ce sera qui? Ben, ils vont convoquer le patron de la garde présidentielle, le colonel Labondo, lui dire alors petit, puisque tu mets du temps à prendre tes responsabilités, puisque tu es attentiste, tu attends, parce qu'ils sont tous là. Je suis vraiment parfois désolé, très déçu, quand j'ai des gens d'un certain niveau qui m'appellent au téléphone, je dis bien des gens d'un certain niveau, qui ont la capacité d'inverser la tendance, ce que nous sommes en train de vivre là. Quand ils m'appellent au téléphone, et puis me disent, oui, on est là, on attend. Et je leur dis, ah bon, vous attendez? Ben, attendez. Quand on va venir vous arrêter, on va vous exécuter. Et comme ça, quand vous serez mis aux arrêts, sans armes pour vous défendre et tout, là, voilà, vous verrez bien vos enfants grandir. Donc, la situation dans laquelle on est, elle est celle-là. Ils ont pris la forteresse service secret en fabriquant cette histoire sur l'assassinat de Martinez Zogo. On va en parler tout à l'heure. Donc, vous aurez la confirmation des liens de cet assassinat. Le commanditaire de cet assassinat, c'est Ferdinand Ngongo. Il n'y a même pas à réfléchir de matin, de midi à 14 heures, parce que c'est quand même curieux. De toute la procédure qu'il y a eu sur Martinez depuis 1 an et demi bientôt, son nom n'est jamais apparu nulle part. Mais les éléments que nous détenons aujourd'hui, parce qu'on est un ensemble de gens qui pensons que ça ne doit pas continuer comme ça, d'accord? Et ce qui est vexant, c'est quand je me retrouve, moi, avec des gens qui ne sont même pas Camerounais, plus engagés dans cette lutte que les Camerounais qui sont là. Tous ces gens que je connais, que j'avais en estime, je prenais pour des grands, et tout qui en réalité sont des couilles molles. Ah oui, ils sont des couilles molles, ils sont tous, oui, oh non, vraiment, on est là, on regarde. Il n'y a pas longtemps encore, il y a un qui m'appelait au téléphone, il m'a dit, oui, on est là, on regarde. On regarde. Donc ces gens-là sont plus engagés. Aujourd'hui, je vous disais, pour venir sur l'histoire de Martinez, Zogo, qu'il n'est plus, c'est plus, je sais pas, c'est une parodie de procès qu'on va voir. De l'autre côté, la mort de Martinez Zogo, comme l'a dit Émile Parfait-Simbe le 22 janvier 2023, elle vient du palais de Ferdinand Ngongo. C'est lui qui a commandité cet assassinat. Nous avons des preuves aujourd'hui, des échanges entre Martinez et lui. Et peut-être que ce qui peut justifier la barbarie, je dis bien ce qui peut, parce qu'il y a ce qui est de l'ordre de l'analyse, il y a ce qui est de l'ordre des faits. Les faits, c'est que c'est lui qui a commandité cet assassinat. Ce qui est de l'analyse, c'est maintenant que la barbarie qui a entouré cet assassinat. Vous avez vu comment on l'a tué, on lui a enfoncé des bouts de fer dans le... Besoin de faire ça. Si c'est juste pour faire taire quelqu'un, bon, on le tabasse, à la limite on lui branche, je sais pas moi, une décharge électrique quelque part qui va l'emporter. On n'a pas besoin de se défouler autant sur le corps. Alors là, au niveau de l'analyse, j'en arrive au fait que, parce que les éléments que je voulais vous communiquer aujourd'hui, c'est que monsieur Martinez Zogo était très proche de Céline Ngongo. On l'a découvert aussi. Il communiquait quasiment tous les jours au téléphone. Et je ne veux pas salir la mémoire de ce frère, parce que c'était un frère pour moi. Je l'ai connu il y a une 30aine d'années à Rebourg, et c'est quelqu'un qui a toujours été loyal vis-à-vis de moi. Je ne vous compte pas le nombre de fois où il m'a prévenu de certaines choses qui se tramaient même contre moi. Une fois, j'ai été placé sur écoute par une personnalité de la République du Cameroun avec qui j'étais en bisbille, et puis c'est lui qui m'avait prévenu à l'époque en me disant attention, là t'es sur écoute, voilà, j'ai eu un audio de toi qui a été enregistré dans le cadre de ces écoutes qu'on a mis. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai de la tendresse, une tendresse fraternelle. Mais la vérité de dire qu'il était très proche de Madame Ngongo. Et quand je dis très proche, au niveau de l'intimité, puisqu'elle appelait mon bébé. Donc après, je ne sais pas
ce qu'il y a dans ce bébé, si c'est le bébé d'une mère pour un enfant, c'est la tendresse maternelle qu'on peut éprouver pour un plus jeune, ou si un bébé qui veut dire autre chose. Mais quand je regarde aujourd'hui le défoulement qu'il y a eu dans l'assassinat de notre frère, j'en arrive à la conclusion que il est possible que peut-être qu'il ait mal réagi, Ferdinand, parce que Martinez n'était pas qu'en contact avec Ferdinand Ngongo, il communiquait régulièrement, c'est quelqu'un qui lui donnait des informations. À Ferdinand, il était en contact avec sa femme, avec qui il communiquait aussi très régulièrement, et bizarrement, leur nom n'est jamais sorti. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a toujours eu cette obstruction. Dès qu'on a parlé d'opérateurs de téléphonie mobile, il y a eu un verrou. Et le verrou est venu d'où? Il n'est pas venu de Bargagélé, s'il vous plaît. Il est venu de la gendarmerie. La gendarmerie s'est opposée à ce qu'on interpelle les deux patrons d'Orange et MTN pour leur poser des questions, notamment sur qui leur avait donné l'ordre de couper les données du commando qui a assassiné Martinez Zogo. Donc, avec du temps, avec du recul, quand on analyse très bien, on comprend, hein, et là, une fois de plus, je parle d'analyse, on comprend que le vrai commanditaire est justement celui dont on a parlé à aucun niveau, à aucune échelle, à aucun échelon de l'enquête. Son nom n'est jamais sorti nulle part, et son nom vient sortir à quel moment? Son nom vient être sorti par Simb, mais quand il m'en parlait, c'était en 2023, je n'étais pas en capacité de pouvoir savoir que, bon, ce qu'il est en train de me dire là, c'est la vérité. Mais son nom vient sortir en réalité avec l'arrestation de Martin Savom. Martin Savom, ce type, il a financé le commando, il a donné une partie de l'argent à Justin Daoué, le directeur des opérations des services secrets camerounais. Vous pensez que un second couteau, comme lui, il a la capacité de décider tout seul, bon, allez, je vais me faire Martinez, je vais le tuer, je vais prendre l'argent pour payer. Un type qui même court le cachet? Non. Donc le nom de Ferdinand Ngongo sort quand celui de Savom apparaît. Donc aujourd'hui, je vous dis, ce sont des faits, je vous parle des faits, ils sont prouvables, hein, tout ce que je vous dis là, c'est détenu pas que par moi. Je vous ai dit que les Camerounais, je m'en méfie énormément, ça je peux vous le dire en toute honnêteté, on est des frères, on doit se parler le langage de la vérité, je m'en méfie, et donc je préfère faire mes trucs avec des étrangers qui croient en l'Afrique et qui pensent que le Cameroun est un grand pays, c'est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Il ne mérite pas ce destin que nous avons aujourd'hui. Donc, une certitude, le commanditaire de la mort de Martinez Zogo, c'est Ferdinand Ngongo. Je vous parle avec des éléments de communication qu'il y a eu entre ces deux personnes, donc entre Martinez et lui, entre Martin Savom et Ferdinand Ngongo, entre Martinez et la femme de Ferdinand Ngongo, dont on peut soupçonner qu'il y avait quelque chose de très intime entre eux, qui peut peut-être justifier la barbarie, parce que je me suis posé la question, mais si c'est pour tuer, voyez, Martinez, il n'était pas de constitution physique très solide, il n'y avait pas besoin de faire venir 6 commandos pour en finir avec lui. Pourquoi toute cette haine, toute cette rage et tout? Ça peut se trouver que c'est la rage peut-être d'un homme qui a découvert que son bon petit, hein, avec qui il entretenait des bons rapports et tout, voilà, et il entre très bien par le salon et aussi par la cuisine. Ça, c'est une possibilité et tout à explorer aujourd'hui. Le rôle de Martin Savom dans cette affaire, au-delà du fait que, comme je vous disais, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit l'opérationnel, voilà, qui soit l'opérationnel. Moi, je pense que, quand je dis je pense que, je suppute, Savom, vous savez, il est spécialiste de l'aspect ritualiste, là, le côté sataniste, parce que quand il tue des gens comme ça, il ne se contente pas de tuer, il y a des prélèvements d'organes pour d'autres travaux, des travaux spirituels. Ceux qui sont dans l'ésotérisme d'un certain niveau comprendront de quoi je parlais, parce qu'aujourd'hui, il apparaît de manière très claire qu'il y a eu 2 commandos, et au moins il y avait un troisième. Le troisième, c'est celui qui devait faire tout l'aspect rituel sataniste, donc qui, à mon sens, devait être mené par Martin Savom. C'est pour ça qu'il a été, il s'est dépêché de rentrer, parce que ne jouant pas un rôle direct, étant donné que les 2 commandos, il y en a un qui a bastonné l'autre, il y a le deuxième qui est venu pour l'achever, et puis il y avait un troisième qui devait certainement prélever certaines parties du corps pour des travaux mystiques et tout, et ce commando-là, ça devait être
Martin Savom, parce qu'il est coutumier du fait. Il y a d'autres affaires qui le concernent et qui le rattachent. C'est un homme de main, Martin Savom. C'est pas un mec qui a la capacité de décider de faire ça. Donc, voilà. On allait de coq à l'âne, mais je crois que l'information a été bien l'information a été bien saisie par les uns et les autres. Bon, maintenant vous devez savoir une chose. C'est important aussi de l'intégrer une bonne fois pour toutes dans la tête. Cette histoire de coup d'état scientifique, vous savez, moi c'est la première fois que j'en parle. Mais je peux pas vous mentir que je n'étais pas au courant de certaines choses. J'ai entendu beaucoup de choses auparavant, mais allez, je vous ai dit devoir de réserve par rapport au travail que je fais de consultant. Donc, le coup d'état scientifique dont vous entendez parler, c'est quelque chose qui est une grosse organisation. Ces gars ont payé à coût de millions de francs. Ils payent, parce que quand ils ont payé, on est passé composé, ils payent à coût de millions de francs. Une pléthore de Camerounais, quand je vous dis que je m'en méfie, une pléthore de Camerounais que vous voyez sur la toile, qui font des directs avec 500 000 vues, 1 million de personnes qui les regardent et tout, sont payés, s'il vous plaît, pour désorienter l'opinion, pour envoyer l'opinion vers tout ce qui est fausse piste, pour envoyer l'opinion vers des sujets de distraction. Parce que pendant que les gens sont en train de se distraire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la prise en main du pays est en train de se faire, tranquillement, aux yeux, à la barbe de tout le monde. Et quand on voit les méthodes de ces gens, ils ont quand même fait tomber tout un patron des services secrets d'un pays. C'est une affaire complètement fabriquée qu'on lui a collé sur le dos. Allez, tiens, on cherche à te buter depuis, on n'avait pas le moyen d'occasion, maintenant, c'est bon là, ça tombe là. On a fabriqué un meurtre, ils commettent un meurtre, mais ils ont tellement bien pensé le truc, que bon, on va mettre ça sur lui, il va être dégagé par le vieux, c'était notre rêve depuis longtemps, et maintenant qu'il est dégagé par le vieux, ben qu'est-ce qu'on fait? On place nos gens là-dedans. Aujourd'hui, nos services secrets, vous devez le savoir, c'est la mafia. En tout cas, dans l'état actuel, vous avez quand même entendu qu'il y a des gens qui ont touché 15 000, 20 000 francs CFA. 15 000, 20 000 francs CFA pour fournir des fichiers de localisation téléphonique de Martinez. Donc, il y a des gens qui ont participé à ce qu'on tue un individu pour 15 000, 20 000 francs CFA. Alors, 15 000, ça fait quoi en euros? Ça fait à peu près... Alors, 10 000, ça fait 15 euros. 20 000, ça doit être... dans les 23 euros, quelque chose comme ça. Donc, il y a des gens qui ont touché 23 euros pour donner des informations qui ont contribué à tuer un être humain. Donc, voyez là le niveau. Quand je vous parlais dernièrement de dissoudre cette histoire-là, ben, je vous parlais pas juste avec des paroles en l'air. C'est que nous savons le niveau de pourriture. Et aujourd'hui, dire que ces services sont contrôlés par qui? Par la pieuvre. Donc, ils ont réussi à dégager la seule personne qui pouvait les gêner et à placer les leurs là, parce qu'aujourd'hui, la DGAE, elle est contrôlée par Ferdinand Ngongo. Je vous ai dit, c'est quoi son rôle? Écoute systématique de toutes les personnalités sensibles du pays, et puis on le fait un compte rendu tous les jours. Donc vous, là, vous, ces ministres et tout, directeurs généraux qui est à l'épaule scientifique, je vous dis ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Deux gouvernements n'ont pas pu sortir. Pourquoi? Parce que maman s'est opposée, hein, et maman aujourd'hui a une signature. Rien ne sort du palais si elle ne pose pas sa signature, d'où le désordre que vous pouvez observer aujourd'hui, où vous avez la parole gouvernementale qui est engagée sur certaines actions, et puis du jour au lendemain, vous apprenez qu'il y a un volte-face, il y a plutôt autre chose qui se fait, parce que bon voilà, il y a eu un veto de maman, qui d'ailleurs reste très peu aujourd'hui même au palais, hein. Elle passe son temps au palais, dans sa résidence du Golfe, et tout, hein. Le vieux, il est quasiment, entre guillemets, isolé, mais pas isolé, puisque je vous ai dit que tout est sous contrôle. Il bouge plus, là. Notre président, aujourd'hui, est pris en otage. On va pas vous le dire, mais ça, c'est la vérité. Donc, tous ceux qui veulent, je parle là maintenant des sécurocrates de notre pays, qui sont là, qui observent, et chacun attend que l'autre agisse. Hein, on a un chef d'état-major de l'armée camerounaise, qui s'appelle René-Claude Meka, qui est là. Est-ce qu'il n'est pas au courant de ça? S'il n'est pas au courant, bon, il est informé là. Hein, on a un commandant de la garde présidentielle. Qu'est-ce qu'il attend, lui? Il attend d'être mis aux arrêts pour savoir ce qu'il a à faire. Mais vous savez même à quoi sert l'armée dans un pays comme le Cameroun? Vous savez, c'est quoi le rôle d'une armée? L'armée doit veiller à l'intégrité des institutions.
C'est ça le rôle d'une armée. Une armée n'est pas là passive, hein, puisqu'on tente de détourner de petit argent pour des hommes de troupe. Quand on dit, bon, il faut acheter des Rangers, vous allez au palais aujourd'hui, je vous jure, c'est la misère complète là-bas. Vous trouvez normal que des gens qui gardent un président de la République et tout, que certains aient leurs enfants, qui restent à la maison, qui ne vont pas à l'école parce qu'on n'a pas payé, ils n'ont pas pu payer les frais de scolarité. C'est normal ça? Et on parle de la sécurité d'un chef. Donc, il y a trop de problèmes. Mais les problèmes dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, principalement, ce sont ces deux choses-là, que les Camerounais sachent. Vous savez, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, je trouve ça très sympathique, hein, c'est émouvant, me demandant de faire attention à moi, de prendre soin de moi, parce que vous avez... Non, mais je peux tout de suite un peu dissiper cet élan compassionnel pour vous dire que c'est pas moi. Vous savez, ce pourquoi nous nous battons au-dessus de nos petites vies. Vous comprenez, ce sera un honneur. Moi j'ai mes grands-parents qui sont morts dans le maquis parce qu'ils défendaient l'autonomie du Cameroun. À l'époque, ils avaient la possibilité de faire des deals. Combien de fois on les a appelés pour leur dire, bah oui, mais allez, venez vous asseoir avec nous, on va vous faire manger, et puis voilà. On leur a proposé le même deal qu'on a proposé à ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous ont conduits dans la situation où on est. Mais ils n'ont pas voulu. Hein. Donc moi j'ai le sang des miens qui a coulé pour restaurer, pour donner au Cameroun l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Vous imaginez, mes ancêtres, ils sont dans leur tombe. Ils vont me voir, moi, être collaborer dans des conneries comme celles qui sont en train de se passer. Non. Non. Et je ne dois pas, quand il faut faire ce qu'il y a à faire, et ça, je le demande à tous les Camerounais qui vont être en contact avec cette communication, ce message, quand il y a à faire ce qu'il y a à faire, il ne faut pas vous poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais mourir, on s'en fout de ça. De toutes les façons, la finalité d'une vie, c'est la mort. Il faut changer le rapport à la vie que nous avons, nous, peuple bantou, là, peuple de forêt. Hein, parce que tout le monde est habité par l'idée que non, je veux vivre. Non, moi, tous. D'accord? Si vous pouvez mettre votre mort au service d'une cause utile, eh ben, pour moi, c'est le plus grand honneur pour un homme d'avoir fait ça. Donc, merci pour l'élan compassionnel, pour ceux qui m'appellent. Mais n'alimentez pas des égrégores qui n'ont pas lieu d'être. Oui, il faut pas alimenter des égrégores qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je suis pas un type qui est là, qui attend que les gens vont venir me tuer. Comme j'ai pris l'habitude de le dire, je suis un type qui est prêt à affronter l'adversité, le danger, à me défendre avec la dernière énergie, comme nos parents l'ont fait au temps du maquis. Vous vous rendez compte? C'est des gens qui avaient quoi? Ils avaient des lance-pierres, ils avaient du matériel rudimentaire, ils combattaient contre des gens qui avaient des armes, qui savaient faire parler la poudre et tout, qui avaient des armes automatiques. Ils ont lutté contre eux, mais il fallait quoi? Il fallait des convictions. Il fallait des convictions. Voilà ce qui manque le plus aujourd'hui au nôtre. La conviction de se dire que à partir du moment où tout ce que nous faisons est d'utilité pour la collectivité, eh ben il faut le faire sans se poser des questions. Voilà, c'est comme ça que les autres ont construit leur pays, où nous sommes contents d'être. Hein, parce que quand vous venez, oh, je suis à la Tour Eiffel, je suis en train de faire des photos. Mais Eiffel, c'était qui? Gustave Eiffel, c'est un Français lambda qui dormait chez lui un jour et qui a rêvé qu'il pouvait faire un monument qui allait traverser le temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a voulu concrétiser son rêve, il a tapé aux portes, il a eu des refus, des oui, des non, des oui, et finalement il a fait son œuvre qui traverse le temps. Donc on doit tous être habités par cet état d'esprit. Bon, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont préféré le confort, le petit confort, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi je trouve ça toujours misérable quand on vient profiter des places que d'autres ont souffert à construire. Voilà, il n'y a pas pour moi d'honneur particulier de rouler en Lamborghini à Paris, alors que pour aller dans votre village, il n'y a même pas de route, quoi. Vous voyez? Ou alors d'avoir des grosses prados, et puis pendant que vous avez des grosses prados, c'est des petites associations de retraités français ou allemands ou machin qui vont financer les puits d'eau dans vos villages. Je vois pas de panache particulier à ça. Donc,
Voilà. Monsieur Essomba, merci beaucoup de votre contribution. Vous savez, quand on est en direct, moi je prépare pas mes directs, hein, j'y vais en freestyle, donc il arrive parfois que beaucoup de choses passent dans l'oubli. Monsieur Essomba, merci de souligner cette histoire des élections. Vous avez vu depuis quelque temps apparaître, parfois certains sont manipulés, parfois d'autres sont des manipulateurs, apparaître en mouvement de oui, non, vraiment, chacun doit avoir sa carte électorale, ou chacun doit, hein, vous avez même des hommes publics qui font des, hein, tout le monde. Vous pensez qu'au Cameroun, vous êtes vraiment bien naïf. Vous pensez qu'au Cameroun, quelqu'un pourra prendre le pouvoir à ces gens qui sont en train de tuer aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas tout le pouvoir, par les urnes. Franchement, de vous à moi. Ça existe, ça? Il y a beaucoup qui sont jeunes. Nous, on a été là dans les années 90. On a vu Froundi remporter une élection présidentielle. On a vu ce qui s'est passé par la suite. D'accord? On a vu le power to the people, en brandissant le poing qu'il faisait à l'époque, se transformer en un poing ramolli, complètement ramolli, sous l'autel de quelques petits avantages financiers en nature, qui ont tué tout espoir d'un changement, d'une alternance démocratique au Cameroun. Donc ça aussi, cette histoire de ouais, prenez les cartes et tout, chacun doit avoir sa carte d'électeur, c'est de la pure manipulation, c'est de la pure distraction. Parce que le vrai truc qui se prépare, c'est ce que je vous ai dit. Il y a de fortes chances qu'on se réveille un matin, parce que ces gens, je vous dis, ils ont tout verrouillé. Il y a que les gens qui tous les matins, ils vont leur dire non, le vieux, voilà son état de santé, il est là, il va bien, il va pas bien et tout. Et puis, quand il y a des décisions à prendre, je vous dis, rien ne sort plus du palais si ce n'est pas contrôlé par ces gens. Si c'est contre leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font? Ils font disparaître. Ils soutirent des documents administratifs sortis des parapheurs du vieux. Ça, je vous le dis. Cette semaine, personnellement, j'ai tenu à vérifier ce truc. Non, la semaine dernière plutôt, pardon. J'ai appelé moi-même des gens que je connais au Palais de la République. Il était 16 heures. Quand on m'a dit que non, tel n'est plus au bureau, il est parti, j'ai désespéré de notre pays parce que je sais quels sont les horaires dans notre pays. Le vieux lui-même, quand il était dans sa vigueur, c'est quelqu'un qui arrive au bureau vers 10, 11 heures et il ne quitte jamais le bureau avant 21, 22 heures. Donc quand on vous dit que certains de ses collaborateurs, à 16 heures, ne sont plus là, sont partis, vous comprenez ce qui se passe dans le pays. Personnellement, je vous dis, la semaine dernière, j'ai appelé. Ouais. Pour voir ça de mes propres yeux, en dehors de ce que j'entends et de ce qui m'est rapporté de manière régulière par-ci, par-là. Bon, la chance que nous avons, c'est que le Cameroun a encore des amis. Oui, à l'international, il y a beaucoup de gens qui sont en rébellion, qui sont révoltés contre ce qui se passe. Et ces gens, bien qu'ils ne soient pas camerounais, ils sont d'une très grande aide pour nous. Hein, et avec quelques renseignements nous permettant de pouvoir savoir ce qu'il peut faire. Donc, cette histoire de machin, ouais, les élections, vous vous rendez compte? Des gens qui ne sont pas capables de produire des cartes d'identité aux gens depuis je sais pas combien d'années. Vous pensez que ces gens-là, qui ne sont pas capables de produire des cartes d'identité aux gens depuis plusieurs années, ils s'empressent de produire des cartes d'électeurs. Ils s'empressent de produire des cartes d'électeurs. Donc là, ils ont la capacité de pouvoir agir. Il y a toute une logistique administrative qui peut se mettre en place. Vous pensez que c'est pour le bien des Camerounais, à votre avis? De vous à moi. Donc, ce truc-là aussi, c'est de la distraction. Vous allez voter, vous allez protéger les votes, mais vous êtes des naïfs ou quoi? Froundi a gagné en 92. Qu'en est-il devenu de son vote? On va voter, on va protéger. Vous allez voter en protégeant en faisant quoi? Vous contrôlez l'armée? Vous contrôlez les forces de sécurité? Bref, moi je fais ce que j'ai à faire et on prendra date et nous verrons bien ce qu'il en sera de toutes les questions qui ont été évoquées là aujourd'hui. Je vais regarder quelques-uns de vous qui réagissaient. Alors, le son est bon. Voilà. Donc moi, ma vision, c'est que, comme je vous ai dit, vous faites pas chier. C'est encore une autre manipulation. Ce que je vous dis, c'est que on est dans un scénario à Ali Bongo out.
C'est ça qui est en train de se tramer sous nos yeux. Mais en plus féroce. Parce qu'au moins, Oligui, c'était qui, au regard de ce que nous sommes en train de voir, c'est passé au Gabon, c'était un patriote qui avait de belles intentions, de belles idées pour son pays et qui a pensé que bon, ça en était trop du marasme, il fallait passer à autre chose. Donc ils ont pris leur responsabilité, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais dans notre cas, je vous parle des tueurs. C'est des gens qui aujourd'hui, et ça depuis quelques années déjà, assassinent. Ce que je vous dis là, c'est su en haut lieu par tous les grands. Je vous ai expliqué quand il a été question de moi, même si j'aime pas revenir sur mon cas personnel. C'est quoi mon cas personnel? Un épiphénomène par rapport à la menace qui plane sur l'ensemble des Camerounais. Mais je vous ai expliqué que c'est à Yaoundé qu'un haut responsable de l'armée m'a demandé « Mais qu'est-ce que la pieuvre a contre toi ?» C'est eux qui ont envoyé des gens venir te tuer. Donc, ils agissent au vu et au su de tout le monde. Donc, les autres savent que c'est eux qui font. Et puis, ils restent, ils regardent. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Ils veulent se contenter de barboter les budgets qui sont affectés aux plus petits en bas jusqu'à ce que un jour, ça va se passer comme avec Eco, on va leur mettre une affaire, on va les neutraliser. Je suis sûr que dans sa cellule, d'où il est aujourd'hui, Maxime Léopold Eco, je suis sûr que sa détention est amère parce que il est détenu avec le regret de n'avoir pas agi aussitôt qu'il fallait le faire, hein, d'avoir attendu, avoir été attentiste, comme les autres sont en train de le faire. Voilà, on attend. On attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant aux Camerounais de savoir ce qu'ils doivent faire. Et n'essayons pas de faire dans la distraction. Vous savez, on a des gens qui ont un génie de la manœuvre. Ne soyez pas étonnés que ces jours-ci, et tôt que vous apprenez que alors le vieux a fait tel truc. Non, le pauvre, il a besoin de nous. Il est en otage. Il est en otage, notre président. Voilà ce que je voulais passer comme message aujourd'hui.